Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Du coup, aujourd'hui, on va travailler sur les événements clients en JavaScript. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est un événement? Tout ce qui est lié aux interactions sur un client, par exemple, quand je vais passer ma souris au-dessus d'un bouton, le bouton va changer de couleur. Quand je vais cliquer sur un input, on va focus ce input. Quand je vais drag and drop, donc cliquer sur un élément et sans lâcher le clic, décaler en fait cet élément. Ça, c'est des événements enfin, qu'on peut gérer en JavaScript, qui ont un comportement qu'on dit natif, qui ont un comportement natif, mais qu'on peut sur lequel on peut écrire par-dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs éléments qu'on va mettre en place directement dans une interface web et vous montrer en fait comment les utiliser et comment est-ce qu'on enfin comment ils réagissent, comment on peut les utiliser. Donc ça sera du JavaScript natif. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier HTML que voici. Je le mets là. Voilà. Donc c'est à partir de ce fichier HTML là qu'on va commencer à travailler et on va implémenter différents éléments. Ces différents éléments sont les suivants. On va avoir des éléments liés à la souris, donc le clic, le double clic, est-ce que la souris entre sur quelque chose, qu'elle sort. Est-ce qu'on peut afficher le contexte menu? Ce qu'on fait avec le contexte menu, c'est ce que je fais par exemple ici pour afficher un menu avec le clic droit ou le double clic de votre pad. On va avoir des éléments au clavier, des éléments au niveau du formulaire et des événements de manière globale au niveau de l'interface. Donc pour commencer, je vais faire ça, ça. Pour commencer, je vais vous présenter rapidement la structure HTML qu'on a. Donc c'est une structure HTML classique avec le style. Je n'ai pas fait de style à côté. Euh, Pas de feuille de style à côté. Tout en bas, on a un script.js qu'on mettra à jour. Et ensuite, on a trois sections différentes. Une première pour tout ce qui est les événements souris, une seconde pour les éléments clavier, une troisième pour les formulaires et une quatrième pour les événements au niveau de la window, donc la fenêtre en fait de votre navigateur. On va avoir également, vous pouvez le voir ici, une console. Donc pour éviter d'ouvrir la console avec le F12 et directement aller voir dans la console pour avoir des logs, j'ai créé une petite fenêtre de log ici avec un bouton nettoyer. Et ça, je vais commencer directement par vous le présenter parce qu'on aborde directement déjà les événements avec ça. Est-ce que au niveau de l'écran, c'est assez grand ou c'est trop petit ou il faut que je zoome? Bon, je vais considérer que c'est assez grand alors. Euh, donc du coup, dans le fichier script.js, on va aller charger et récupérer directement les éléments par leur ID ou par leur ID dans le document. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça se passe ici. Le logger, on va aller récupérer son élément en utilisant la fonction getElementById. Et on va aller ensuite chercher l'élément du bouton pour nettoyer la console, clickbox, donc le bouton pour le clic, etc., etc., etc.
Donc je rappelle, en HTML, pour mettre un ID sur une balise, on a juste à aller dans cette balise, taper ID, et ensuite on peut lui assigner un identifiant unique. Il existe d'autres manières de sélectionner des éléments dans un document. On peut avoir la classe, on peut avoir la classe, et il y en a d'autres, mais la classe et les ID étant les plus utilisés. Euh, J'ai créé une petite fonction ici qui permet directement d'écrire dans dans le comment? D'écrire dans la petite console qu'on a créée. Euh, cette petite fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est une arrow function et elle permet directement d'écrire une information dans la petite div ici, noire qu'on possède. Cette div, pour la mettre en bas à droite, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a associé des classes CSS, on lui a classé une classe fixe en CSS, et on lui a dit qu'on voulait être à bottom 20 px au-dessus du bas de la page, et je crois 20 px à la droite de la page. Donc on peut le voir ici dans le CSS sur Logger. On a une position qui est fixe, on se met à un bottom de 20 px et à droite à 20 px. On a aussi une largeur et une hauteur de 300 px et 200 px respectives, avec un coin un fond noir. Le z-index, c'est ce qui va permettre de mettre la position plus au-dessus ou plus en dessous. Imaginez que c'est comme une troisième dimension et en réalité ça va permettre de faire passer des éléments par-dessus des autres et voir voir cet élément au-dessus d'un autre. C'est ce qu'on a fait également pour le bouton Clear Console. Si vous le voyez, il est au-dessus de cette div logger. Donc on lui a mis un Z supérieur pour que il soit au-dessus. Et sinon le fonctionnement est exactement le même. Euh, Donc pour revenir au script.js, à notre fonction log, c'est tout con. On a une date, on crée cette date, on crée un élément div à l'intérieur en fait de une div enfant, dans notre div parent, dans lequel on va ajouter un span avec la fonction inner.html, qui est une fonction native à JavaScript, et on va ajouter la div à la suite de la div logger, de la div parent logger comme si on ajoutait un élément à la suite d'une liste. Euh, pour continuer, on a ce premier élément, le add event listener, euh, qui en fait, dès que vous allez vouloir vous abonner à un événement ou écouter un événement sur un élément de un événement sur un élément de votre DOM, et ben vous allez utiliser cette fonction qui s'appelle addEventListener en lui passant du coup le type d'événement que vous souhaitez avoir. Il y en existe des tonnes. Vous avez, voilà, je sais pas exactement combien vous en avez, mais il y en a beaucoup. On les verra pas tous aujourd'hui, on va voir les plus importants. Euh, donc ce premier élément, le DOM Content Loaded, c'est un élément qui va permettre qui envoie un signal dès que l'ensemble du contenu HTML a été chargé. Et on peut le voir directement puisque ici, dès qu'on fait un reload de la page, on a un affichage direct de le DOM entièrement chargé et analysé, qui est le log qu'on souhaite mettre ici, puisque en fait l'ensemble du contenu HTML est chargé directement. Euh, on a aussi un premier élément, donc qui va être le premier événement qu'on va voir. Euh, Toujours la fonction addEventListener et l'événement click. L'événement click, il permet tout simplement d'écouter un clic sur un bouton généralement. Ici, on va écouter un clic sur le bouton Clear Console BTN. Donc en fait, dès qu'on va faire un clic sur ce bouton ici, qui, je le rappelle, est le bouton dans le index.html qu'on a juste là, euh, dès qu'on va cliquer sur ce bouton, on va faire un appel à la fonction replace children. Et cette fonction replace children, elle permet de supprimer tous les enfants d'un parent. Donc ici,
je vais prendre le logger, qui est la div noire, et tous les enfants qu'il y a dans ce logger, donc toutes les divs permettant d'afficher les messages, je vais les supprimer. Donc c'est ce qui va se passer. Et si je clique sur nettoyer, directement, on va avoir la div qui va disparaître. Voilà, je refais. On a tous les logs qui disparaissent. Donc voilà pour ce premier événement. Ce que je vous propose, c'est d'en implémenter un autre directement pour bien comprendre l'événement de clic et de l'implémenter sur cette première div noire sur laquelle on a écrit clique-moi dessus. Pour voir les événements, euh, j'ai créé comment ça s'appelle, une classe active sur ce bouton. Donc un toggle active, box.active. Et donc quand cela est activé, le background va passer en rouge et on va faire une opération CSS, hein, une transformation de CSS sur l'ensemble de l'objet où on va le faire grandir de 10%, donc fois 1,1. Pour cela, alors normalement la clickbox, j'ai récupéré déjà l'élément by ID de ma clickbox, qui je rappelle est ici. On a la clickbox qui est ici, d'ID clickbox et de classe box. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire clickbox.addEventListener. Donc on voit qu'il y a énormément d'autres fonctions, hein, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le addEventListener. Et il faut qu'on lui passe euh, le listener qu'on va écouter. Le listener qu'on va écouter, c'est le click, puisqu'on va faire un clic sur ce bouton. Ensuite, il faut qu'on lui passe ce qu'on appelle, j'ai pas dit, ça s'appelle un callback, et c'est une fonction qui va définir le traitement qu'on réalise quand on a le addEventListener. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme dans le CSS ici, j'ai créé une liste box active, donc sur les classes qui sont box et les classes qui sont actives, et ben, je vais ajouter cette classe active à, euh, à ma clickbox. Donc, je récupère ma box avec clickbox ici, euh, et je vais lui faire class list.toggle de active. Donc, le toggle, ça va ajouter active ou supprimer active en fonction de si active est déjà présente, il la supprime. Si active n'est pas encore présente, il l'ajoute. Donc, il la passe à true ou false comme un switch. Et puis, on va faire un log événement. Clique sur la clickbox détectée. Et normalement, maintenant qu'on va cliquer sur la clickbox, elle va passer en rouge et elle va grandir. Quand on reclique dessus, elle va repasser en taille normale, dans sa taille initiale, et le background va redevenir noir. Pourquoi, du coup, je le rappelle à nouveau? Parce que on a écouté l'événement click sur la clickbox, on a utilisé la fonction toggle qui permet d'activer ou désactiver la classe active sur cette div, représentée par le nom clickbox, et on a fait un log de l'événement. Voilà. Deuxième événement, on va travailler sur l'événement qui s'appelle dbclick. Donc j'ai supprimé enfin je vais mettre en parenthèse celui-là. L'événement qui s'appelle dbclick, c'est un double clic rapide en fait directement. Donc c'est comme si on suivait deux clics, mais espacés d'un tout petit espace de temps. C'est ce que vous retrouvez alors, c'est pas directement dans un. Bah, si vous l'avez dans votre navigateur web, mais quand vous likez des stories ou que vous likez des publications sur Insta, vous avez juste à faire un double clic rapide et directement il y a un j'aime qui va partir ou un like sur cette publication. C'est cet événement-là qui fait. C'est cet événement-là qui est écouté. Donc pour ça, on reste sur la clickbox et on va lui faire
Donc, point add event listener. Et on va écouter le DBL pour double click. Et ce qu'on va faire, c'est que on va lui passer une fonction de callback. Et cette fonction de callback, ça va être clickbox. Donc la clickbox, on va changer le style de cette clickbox. Et puis on va lui dire que on va changer son border radius. On va le mettre à 50%. Donc ce qu'on va faire, c'est un peu comme le toggle. C'est que si le border radius, donc là ici, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ce qu'on appelle une expression ternaire. Donc l'expression ternaire, c'est pour éviter de faire un if et un else, on va utiliser les opérateurs point d'interrogation et deux points. Donc on commence par la condition. Ici, on regarde si le border radius est déjà égal à 50%. Dans ce cas-là, si le border radius est égal à 50%, on exécute cette première condition. Donc on va le mettre on va l'assigner à 0%. Et dans le reste des cas, eh ben, on va le mettre à 50%. Et ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un événement DBL click détecté. Voilà, on va recharger notre page HTML. Euh, on voit que si je fais un simple clic, donc là je fais un simple clic, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je vais double-cliquer, ça va changer totalement en fait. Donc si je double-clique, ça change le radius. Un radius à 50% pour ceux qui ne savent pas, sur une div, quand on le met, ça fait un cercle. Puisqu'en fait, quand on travaille avec border radius, la fonction border radius, normalement, elle peut prendre jusqu'à 4 arguments. Un argument pour le côté haut gauche, le côté haut droit, le côté bas gauche et le côté bas droit. Et si on met juste un argument, ça veut dire que l'ensemble de ces radius vont être à 50%, ce qui fait un cercle. Du coup, avec un autre double-clic, on les passe à 0%, et ça nous permet d'avoir ce changement. Voilà. Euh, alors, est-ce que vous avez des questions pour l'instant ou pas du tout? N'hésitez pas. Euh, Dans un second temps, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur l'élément mouse center. L'élément mouse center, c'est un élément qui va nous dire si notre souris, elle sort ou elle rentre dans la zone d'une div ou dans la zone d'une balise ou d'un titre ou d'un bouton ou n'importe quoi. Donc ça, c'est comparé. On pourrait le créer nous-mêmes cet événement, mais ce sera un peu long puisqu'en fait, il faudra avoir notre position si on a une div, notre position XY, X1, Y1, X2, Y2, et calculer la différence avec comment ça s'appelle? Enfin, la distance avec la position de la souris, et derrière, savoir si on est du coup à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça sera un peu long, mais c'est déjà implémenté et bah, on va le faire tout de suite. Cet événement, il s'appelle le Mouse Center et ben, on peut l'avoir comme ça. Bon, on va pas utiliser la clickbox, on va utiliser la hover zone que je vous ai montré. Donc c'est la petite zone qui est en pointillé ici, zone de sur hover pour par-dessus, survol. Donc on va récupérer notre balise hover zone. On va lui ajouter un event listener. Et cet event listener, ça va être un mouse enter. Donc, est-ce que on entre dans le périmètre en fait de cette div? Ici, j'entre. Là, je sors. Ici, j'entre. Là, je sors. On verra ensuite derrière l'événement mouse leave. Donc mouse enter et bah, le seul truc qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un log parce qu'il n'y a pas forcément
d'autres choses intéressantes. Ou alors ce qu'on pourrait faire, c'est changer le background. Over, overzone.style.bg, background color. Euh, Ce qu'on va mettre, c'est at 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, on va avoir du noir. On va faire un log aussi, événement mouse enter. Enter. Toc. Et donc, du coup, ce qu'on va refaire, c'est qu'on va faire exactement la même chose avec le second événement qui s'appelle le mouse leave. Donc, quand on quitte la zone de hover, eh ben, on revient sur un background qui est transparent et sorti de la hover zone, événement mouse leave. Voilà. Donc, je vais recharger ma page et vous voyez que bon, j'ai du mal à faire mon style. Background color. Bon, je vais faire un truc au pif. Je vais faire hashtag E3F2FD. Ouais, je vais prendre comme ça. Hop. Bon. Bon, comment ça s'appelle? Le mouse center, l'événement, il est détecté. Donc je vais nettoyer ça. Dès qu'on rentre, on a un événement qui est détecté. Et dès qu'on sort, on a un événement aussi qui est détecté. Pourquoi j'ai pas le changement avec le background color? Je sais pas. Peut-être une couleur en trop là. Le 3. Voilà. J'ai une couleur en trop. Donc lorsqu'on rentre ou lorsqu'on sort, la zone change. Euh, voilà. Là, c'est pour montrer du coup le mouse center et le mouse sleeve, savoir quand on rentre ou quand on sort d'une zone définie. Ensuite, ce qu'on peut faire, le dernier élément qu'on va faire, c'est le contexte menu, l'événement contexte menu. L'événement contexte menu, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui possède déjà un comportement implémenté de manière native. C'est quand je fais un clic droit directement quelque part sur mon écran. Là, je fais un clic droit, je fais un clic droit, là, je fais un clic droit, j'ai un menu qui s'affiche. Quitter le mode plein écran. Si vous avez des plugins installés, vous aurez peut-être des informations sur ces plugins, etc., etc. Donc l'idée, ça va être d'override en fait directement cet événement contexte menu. Donc comment on va faire? Bon, il n'y a rien de compliqué, on va faire exactement de la même manière. Euh, Ce qu'on va faire, c'est que sur notre overzone, ça va être comme un canevas. Donc par exemple, on veut plus que le clic droit affiche le menu normal, mais qu'il affiche un menu très spécifique parce que c'est un canevas et on peut faire des choses à l'intérieur pour, je sais pas, faire des diagrammes ou des choses comme ça. Donc on va aller voir contexte menu et on va lui dire, on va lui passer un E ici qui en fait est l'objet que contient l'événement. Si vous faites un E, vous allez voir qu'il y a énormément de comment ça s'appelle, d'événements liés à ce E. Mais nous, celui qui nous intéresse, c'est le prevent default. Le prevent default, en fait, sur le contexte menu, il va nous empêcher d'avoir ce menu qui apparaisse. Mais de manière générale, le prevent default, il va supprimer les comportements natifs de JavaScript et pour dire que il va dire j'écoute pas ce qui est défini par défaut,
j'écoute ce qui va suivre à ce prevent default et je vais l'appliquer comme comportement par défaut à cet élément HTML lors de l'événement contexte menu. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est on va faire notre log événement contexte menu. Et puis ce qu'on peut faire, c'est, je ne sais pas si vous connaissez tous le alert, mais le alert, il permet de menu personnalisé. Voilà, donc en dehors de cette zone de survol qui est ici, j'ai le contexte menu. Par contre, si je viens faire un clic droit ici, je vais plus avoir le contexte menu, mais avoir une alerte avec menu personnalisé qui va s'afficher. Voilà, on a désactivé le contexte menu. Euh, donc voilà. Et vous avez bien vu que, eh ben, on a cet événement contexte menu qui a été détecté ici. Euh, pour continuer, un dernier événement sur la souris, c'est un événement qui peut être intéressant, notamment sur tout ce qui est analytique pour savoir où est-ce qu'on va. Et donc du coup, c'est le mouse move. Donc un événement qui va être très souvent et qui va se déclencher très souvent. Donc il faut vraiment l'utiliser au bon moment et de la bonne manière, puisqu'en fait, dès que vous bougez votre souris, il se déclenche. Et ça veut dire que dès que le curseur de votre souris se déplace d'un petit pixel, il va se déclencher. Donc ça peut être assez embêtant. Ce qu'on va faire, c'est que on va le faire sur le document entier. Et ou sur la fenêtre entière. Ou juste sur la overzone. Ouais, on va faire ça sur la overzone. Overzone.add event listener, mouse move, et ici on va faire un log. Donc ici on va utiliser, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser cet objet E. Donc cet objet E par exemple, sur l'événement mouse move, il va contenir différentes informations. Je vais mettre comme ça. Il va contenir un X. Donc là ça va être un E.X. Ou e.clientX et il va contenir un Y comme bah, du coup e.clientY. Et maintenant que j'ai ça, donc là je bouge ma souris un peu partout sur ma page, mais dès que je vais entrer dans la zone de survol, on va avoir le mouse center qui a été fait ici, et ensuite toutes les positions de la souris qui ont été faites par la suite, jusque aux sorties de la zone avec le mouse sleeve. Donc si je reste à l'intérieur, et ben en fait ça déclenche énormément d'événements. C'est pour ça que c'est un événement auquel il faut faire attention parce que il peut vite, il peut vite être dérangeant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver parce qu'il va nous pourrir nos logs. Maintenant, je vous propose de voir les événements clavier. Donc les événements clavier, on va utiliser l'événement qui s'appelle keydown et l'événement qui s'appelle keyup. Donc keydown, c'est voilà, le mot parle, c'est lorsqu'on enfonce une touche. Donc on pousse une touche vers le bas, donc key down, et on garde cette touche maintenue. Euh, et key up, donc on relâche la touche. Voilà les deux événements. Euh, donc au-dessus ici, vous voyez que j'ai le keyboard input et le last key display, qui sont du coup les événements HTML correspondant à le keyboard input, donc en input, et le last key qui est ici. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer un événement sur le keyboard input.add event listener.
et on va avoir le keydown. Toujours ce callback, donc cette arrow function. Et puis on va faire un log de la, la touche enfoncée. Et donc du coup, sur cet événement E, on va avoir le E.key. E.key du coup qui correspond à comment ça s'appelle? Qui correspond à bah, ce que vous avez. Euh, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va afficher un log if E.key est égal à Enter, donc qui correspond à la touche entrée de votre clavier. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un log de action validation via la touche entrée. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? On allait sur le keyboard input, donc le keyboard input qui est quelque chose. Cet input, en fait, enfin, ce keyboard input, c'est un input HTML, et on va aller écrire des choses à l'intérieur. Donc, vous voyez que quand j'écris des choses à l'intérieur, j'ai un événement ici keydown. Je laisse le D enfoncé. Et là, par exemple, c'est le backspace. Et là, par exemple, je vais faire appuyer sur la touche entrée. Donc, j'appuie sur la touche entrée. Et, eh ben, on a le validation via la touche entrée, tout simplement. Euh, Ce qu'on peut faire aussi, c'est le l'événement keyUp. Donc, je vais toujours rester sur mon keyboard.add-event-listener et je vais écouter l'événement keyUp. L'événement keyUp, bah, c'est comme vous l'avez vu, c'est quand on relève, euh, on enlève notre main en fait d'une touche, cet événement se déclenche et il va garder en tête bah, tout ce qu'il y a tout ce- enfin, la dernière touche qui a été tapée. Et pour ça, bah, du coup, l'ASCII-display.textContent est égal à e.key. Donc ici, dans la last touche display, on va mettre le e.key. Donc ici, je vais taper e, voilà, R, etc. Et ça va changer à chaque fois. Donc là, par exemple, j'appuie sur D longuement. Vous voyez qu'il y a la touche enfoncée et D dans les logs sur le côté. Pourtant, la dernière touche, c'est Enter. Là, je vais relâcher. Et comme je fais l'événement key up, la dernière touche, elle devient D. Voilà. Donc il existe beaucoup d'autres éléments clavier, des éléments clavier qui sont souvent utilisés. Je ne sais pas si vous avez utilisé Notion déjà, mais ou typiquement quand vous êtes sur un éditeur de texte, par exemple Google Sheet ou Google Page, Google Doc ou autre chose. Quand vous allez écrire du texte et que vous allez supprimer ce texte, vous allez faire des CTRL Z ou commande Z pour ceux qui ont un Mac, CTRL Y ou commande Y pour aller dans l'autre sens, et vous allez faire CTRL C, CTRL V. Tout ça, en fait, c'est des événements qui sont écoutés et qui font ce que vous leur dites. Par exemple, CTRL C, ce que va faire l'événement, c'est que il va détecter ce que vous avez sélectionné, donc ou surligné. Donc il va écouter un événement lorsque vous surlignez, et si dans cet événement il y a un CTRL C, dans ce cas-là, bon, on copie en fait ce qui est surligné. Même chose et puis pour le CTRL V, bah, on colle ce qu'on a dans le tampon. Euh, les événements suivants sont les événements de formulaire. Les formulaires, c'est très chiant à gérer, c'est assez complexe. Alors quand c'est petit, ça va, mais dès qu'il y a plusieurs chemins ou d'autres choses, c'est compliqué. En sachant que il y a la gestion des erreurs à faire côté formulaire, à la fois côté client et à la fois répercuter l'erreur côté si y a une erreur côté serveur, par exemple une erreur quand vous essayez de créer un compte et que l'adresse existe déjà, vous pouvez pas le savoir dans le client, mais vous devez le savoir dans le serveur et il faut répercuter cette erreur sur le bon input dans le client.
Donc ça, c'est des choses qui sont un peu longues et ennuyantes à faire. Euh, donc pour le formulaire, je rappelle, quand on veut faire un formulaire en HTML, on utilise un form, la balise form avec un ID du form. Vous pouvez mettre autant de champs que vous avez envie. Et à la fin, il faut toujours mettre un bouton qu'on met de type submit. Le type submit, ça veut dire que on envoie le formulaire. Il existe également dans le formulaire ce qu'on appelle une balise qui s'appelle action et qui va permettre d'envoyer le formulaire à une certaine route. En PH, si on fait du PHP par exemple, on peut envoyer une certaine route PHP qui va traiter les résultats du formulaire sous la forme d'un form data. Voilà pour la partie HTML. Donc il y aura un ID myForm, un ID mySelect pour tout ça. Donc le premier élément qu'on va voir, c'est le form, sur l'événement sur les formulaires, ça va être le submit pour quand est-ce qu'un formulaire est soumis. Ce que je vais faire pour faire un peu de place, je vais dégager tout ça et on va commencer. Donc le submit, il est fait de la façon suivante. Vous avez votre formulaire, donc myform.addEventListener, événement submit. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est euh, une alerte. Le formulaire a bien été soumis. Si je vais ici et que je vais envoyer, j'ai une alerte qui a le formulaire a bien été soumis. Par contre, si je viens ici dans mon HTML rajouter un second bouton qui ne possède pas le type submit et que je viens cliquer dessus, bon, là, bon, il l'envoie quand même, donc je pensais qu'il ne l'envoyait pas. Donc, donc même si en fait, le formulaire, pour lui, tous les boutons qu'il y a dans le formulaire, il va les prendre comme, ou alors type button, il faut que je mette. Voilà. Il faut bien le mettre type button parce que si vous le mettez si vous ne mettez pas type par défaut, il le prendra comme un type submit. Donc il faut bien utiliser un type button. Je savais pas ça. Donc voilà pour l'événement submit. On va voir maintenant l'événement qui s'appelle bah, on va pouvoir voir un élément sur un hmm, on va pouvoir avoir un événement sur un input par exemple d'un formulaire. Bon là on n'a pas d'input dans le formulaire mais on peut peut-être se mettre un input ici. Euh, Toc. Donc on va bien avoir notre input ici et puis on va lui donner un ID form input. Donc, je vais prendre mon ID form input ici. Je vais faire un const form input est égal document.getElement by ID de form input. Et ce qu'on va faire, c'est myForm, form input, pardon, .add event listener. Et cet event, ça va être un input. Donc le input, il prend un callback et ce callback, ça va être log euh, input, allez, input en direct. Et on va mettre $e.target.value.
Donc maintenant, dès qu'on écrit quelque chose, par exemple, 3 avenue des Champs-Élysées, et ben, voilà. Et ben, vous voyez que si je rajoute des choses, ben, il va les afficher à la suite des uns des autres. Même chose si j'en supprime. Puisque en fait, on est sur l'événement input, donc on écoute ce qu'il y a et tous les changements qu'il y a liés à cet événement input. Euh, il existe un autre événement. Donc, je pense que l'événement change pourrait fonctionner aussi pour l'input. Non, visiblement non, il fonctionne pas. Mais on va utiliser un autre événement qui s'appelle change, et cet événement il est fait pour les selects. Donc au-dessus on a un select et on va lui ajouter le select my select, je crois que c'est my select point add event listener. Donc change, ça on va laisser input. Et pareil, on va e dans log change for $e.target.value. Donc là, je suis dans mon input, ça affiche des choses. Et ici, si je change, change for Lyon, change for Dijon, change for Paris. Voilà. Donc voilà les changements. Aussi au niveau des formulaires, euh, en fait, quand vous allez faire vos formulaires, généralement, quand vous êtes sur un formulaire d'inscription et que vous cliquez sur un formulaire pour vous connecter, on a ce qu'on appelle un événement focus. Donc le focus, ça veut dire je suis sur ce formulaire et je suis en train de faire quelque chose à l'intérieur de ce formulaire. Donc par exemple, form input.addEventListener et on va utiliser l'événement focus pour du coup, quand on clique sur cet input ou sur ce select ou sur cette checkbox ou autre, eh ben, on va montrer qu'on est en train de faire quelque chose sur cet élément-là pour montrer à l'utilisateur que c'est sur cette chose qu'il est en train d'agir. Euh, donc le focus, on va faire un form input .style .border color est égal à on les passe en rouge, voilà, et on va faire un log focus sur l'input du formulaire. Donc si je reviens ici, que je focus, et ben on est en train de, voilà, on change la couleur. Et vous pouvez voir dans la console ici, focus sur l'input du formulaire. Voilà pour ça. Il y a un deuxième événement qui s'appelle le blur. Donc le blur, en fait, c'est l'inverse du focus. Et ce que c'est le blur, c'est bah, je sors de mon formulaire. Est-ce que, par exemple, dans le form, j'aurais pas mis un input, toc toc toc? Non. Parce que j'avais déjà mis un événement focus. Donc, vous pouvez avoir un élément qui s'appelle blur. Et en fait, non, c'est pas ici. C'est ici. Et en fait, vous allez pouvoir directement changer la border color en fonction de bah, quand vous sortez du sortie sortie de l'input du formulaire. Voilà. Donc ici, je focus. Ici, je fais un unblur. Un blur. Je sors. Je focus, je sors, je focus, je sors, je focus, je sors. Voilà.
Ensuite, je vous parlais pour finir rapidement. Il y a quelque chose que je vous ai pas montré sur le Summit. Je vous en ai parlé rapidement sur les actions, etc. Récupérer un form data à partir du formulaire. Ça, on peut le faire directement. Donc ici, on s'était fait un événement Summit. Ce qu'on va faire, c'est que pour éviter, parce que normalement, s'il y a une action dans le formulaire, il va recharger la page et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va lui faire un e.preventDefault, prevent default comme ça. Et je vais créer un form data de myForm. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va afficher, on va faire un log de json.stringify de form data. Alors, je sais pas si ça a fonctionné. Et donc, par exemple, ici, j'écris quelque chose, j'envoie. Ok, donc bon, ça n'a pas été mis à l'intérieur, mais l'idée c'est que le form data qui est ici, vous allez pouvoir utiliser des méthodes comme formdata.append et en mettant une key value, donc par exemple euh, ville, donc ça va être votre clé, et ensuite vous allez avoir la value qui sera myselect.value, target value, value, je sais plus comment c'est sur le myselect, sur le select, sur le input, value, où est-ce qu'il est? Text content, voilà. Donc input, text content, donc là si je remplis des inputs que j'envoie directement, bon il veut pas, euh, je sais pas pourquoi. Euh, Et il nous reste allez, 2 minutes pour que je vous montre rapidement un événement sur, bon, par exemple, sur la page entière, ici. Donc, bon, je vais supprimer tous ces événements qu'il y a ici. Et, et puis, on va faire un événement sur la window. Donc, en fait, c'est exactement la même manière, sauf que là, au lieu de faire sur un élément HTML bien précis, on va le faire sur l'objet window qui est du coup toute votre fenêtre. Alors on va voir les éléments qui s'appellent scroll. Donc dès que vous faites un scroll avec votre souris ou un scroll avec votre pad, il y a un élément qui se déclenche. Et ce qu'on va faire, c'est on va récupérer en fait le scroll entièrement pour les fichiers et peut-être faire avancer une progress bar. Donc là, je vais récupérer où est-ce qu'on en est dans le scroll sur l'ensemble du document. Donc le document, c'est juste le body et on a quelque chose qui s'appelle scroll top et qui renvoie un nombre et ce scroll top, il récupère où commence le scroll au départ en fonction de là où vous êtes. Pour calculer la taille de la page, on peut faire document.documentElement.scroll8 moins document.documentElement moins scroll client 8. Donc là, ça va nous définir où est-ce que, à quelle hauteur on est, à quelle hauteur est le client sur la page. Et tout ça, bah, il nous faut un pourcentage, puisque derrière, après, je vais vous montrer pourquoi il nous faut un pourcentage. Euh,
scroll percent est égal à du coup win scroll divisé par height multiplié par 100. Donc ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça va nous afficher, ça va nous donner un pourcentage. Et si on a un pourcentage, et ben ce qu'on va faire, c'est scroll progress qui est ici, qui est une div de notre HTML. Où est-ce qu'elle est? Euh, Elle est là. Euh, donc directement scroll progress.style.width est égal à scrolled plus un petit pourcent. On est le pourcentage. Par contre, il nous faut ça. Non, visiblement, c'est pas ça. Hmm. J'arrive pas à l'afficher. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un log et on va afficher le scroll percent. Et donc, du coup, si vous scrollez, pourquoi j'ai que des 0%? Ce qu'on peut faire, c'est log de. Ah oui, mais c'est pas ça. Ce serait pas ça. Document element.scroll top. Voilà. Et donc là, je scroll au fur et à mesure. Et vous voyez, du coup, pour arriver tout en bas où je vais être à 100%. Je suis arrivé tout en bas du scroll. Je remonte, j'arrive en bas, je remonte, etc., etc. Donc là, on a notre pourcentage qui est affiché sur le côté. Ce que je voulais faire, mais on n'aura pas le temps de le faire, c'était une div rapidement. Et cette div, elle a une couleur rouge, par exemple. Elle a une width qui est égale à 0%. Et en fait, on fait augmenter cette width en fonction du pourcentage qui est calculé là. Donc à chaque fois qu'on va scroller, on va descendre, on va augmenter le pourcentage. Donc du coup, augmenter la taille de la div pour arriver jusqu'à 100 et avoir une div pleine pour l'afficher. Donc il existe encore plein d'autres événements que je vous invite à aller étudier, à aller voir. Et je vous dis à bientôt et bonne fin de journée.